Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus une fois de plus dans cette belle salle de cinéma, la salle Citabella, ici à Yaoundé, pour la 14e session du Ciné-Club Nka. Comment ne pas être heureux de voir que l'aventure qui a commencé depuis 3 ans se continue. Nous avons des fidèles, nous avons des cinéphiles convaincus, mais nous avons surtout des invités, de grands invités d'honneur, qui sont des hommes de culture, des femmes de culture, des hommes et des femmes de cinéma. Et pour cette 14e session, nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir des gens venus de très loin, des pères du cinéma, des hommes de haute culture, en les personnes de Cheikh Doucouré et de Maka Koto qui sont là pour vous. Applaudissez pour les recevoir. Monsieur Cheikh Doucouré et Monsieur Maka Koto qui sont là pour la 14e session. Applaudissez, veuillez vous lever pour accueillir ces sommités. Merci beaucoup d'être là. Vous voyez, Monsieur Cheikh Doucouré, malgré son état, a tenu à être là. C'est fantastique. C'est fantastique ce qui nous arrive. Nous avons ces pères qui ont décidé de venir partager. Merci Cheikh. Venez vers moi. Merci Cheikh. Merci Maka. Ah, ils se retrouvent. C'est fantastique. Oh, Gérard. Applaudissez. Recevez-les comme on le fait d'habitude. Merci d'être là. Maka Koto qui retrouve Gérard et Somba. Cheikh par ici. Et Bassek est là. Merci Bassek qui retrouve ses amis par ici. Votre place est là. Par ici. Soyez le bienvenu. Installez-vous. Vous pouvez continuer à l'applaudir, à les applaudir. Merci Maka Koto. Asseyez-vous à côté de Cheikh Doucouré. Léontine de l'autre côté. Voilà, merci. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Ah, c'est beaucoup d'émotions. On les a invités et ils ont dit oui tout de suite. C'est énorme ce que vous avez fait. Je ne pouvais pas m'imaginer que le Ciné-Club Nka vous recevrait, mais on y a cru et vous êtes là. Merci encore. Applaudissez pour vous-même et pour eux également. Alors, je crois que les vraies choses vont commencer maintenant que nos invités d'honneur sont là. Nous avons les personnalités du cinéma, les cinéphiles et également des personnes qui, peut-être, comme le jeune homme qui a dit qu'il est tout ému, qui arrive pour la première fois dans la salle. Nous allons pour cette 14e session, donc, regarder le film Blanc d'ébène, un film de Cheikh Doucouré dans lequel on va retrouver Monsieur Maka Koto. Vous allez nous raconter un peu cette belle aventure. Alors, je ne vais pas en dire plus. Je vais juste passer un peu le micro à vous deux. Vous nous dites un petit mot d'introduction pour que nous regardions ce film dont le résumé, c'est en 1943, c'est la guerre en Europe et en Guinée. L'adjudant Mariani s'occupe du recrutement des tirailleurs. Arrive un jeune instituteur noir, Lansei Kanté, qui est dans Maka Koto, qui vient prendre la direction de l'école. Les deux hommes ont de fortes convictions et vont s'affronter jusqu'à la tragédie. Ah, Cheikh Doucouré, c'est quoi ce film? Raconte-nous en 2 mots. Tout à l'heure, on le regarde. Et puis, Maka, tu nous en dis aussi un petit mot et on va continuer. Oui, merci déjà l'accueil et l'émotion. Bon, merci à vous tous. Merci de nous avoir accueillis si chaleureusement. Et puis de retrouver de vieux complices ici. Bon, Blanc d'ébène, c'est quoi? C'est un film qui est dans la lignée des films qu'on a fait il y a déjà un moment, à l'époque où on se battait pour la liberté pour notre continent. Et c'est l'histoire, justement, vraie d'un militaire français qui avait été et qui a voulu vraiment contrôler tous les habitants d'un village en disant que les donzos, ce sont les chasseurs, et il a voulu être initié
comme Dozo, et comme ça, il avait le pouvoir administratif et le pouvoir aussi mystique des Dozo. Et il y a eu un instituteur qui est venu de William Ponty, qui a formé les plus grands révolutionnaires, instituteurs Kanté. et autres, et qui est l'enseigne Kanté, qui est incarné par Makakoto, qui était plus vrai que nature dans ce film. Ah, super, merci beaucoup. Merci On en saura un peu plus tout à l'heure. Alors, Makakoto, cette histoire, cette aventure qui n'était pas votre premier film, dis-nous en 2 mots. Quelle belle aventure, n'est-ce pas? Belle aventure qui m'avait obligé, en passant, de perdre une dizaine de kilos pour habiter le personnage, parce que je trouvais que j'étais un peu rond. Ah ouais. Ah, j'ai retrouvé mon poids depuis, hein. Mais une belle rencontre aussi, une belle complicité qui est née à travers cette expérience-là en Guinée, terre de Guinée que je foulais pour la toute première fois. Et ça m'a confirmé une chose, où que nous soyons, réalisateurs, producteurs, acteurs, actrices, on est toujours accueillis comme des ambassadeurs de l'Afrique tout entière. Donc, j'en ai gardé un souvenir très, très positif. Et si c'était à refaire, malheureusement, la vie n'est pas éternelle. Pour les pauvres humains que nous sommes, je le referai sans hésiter. Écoutez, on ne sait jamais, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous sommes au cinéma ici. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Merci de l'accueil aussi. Et je suis très heureux de retrouver Bassek et Gérard ici ce soir. On ne s'est pas vu depuis des décennies. Voilà. Super. Gérard Essomba, Bassek Bakobio, le directeur de la cinématographie, professeur Faye, qui représente le ministre des Arts et de la Culture. Nous avons Hélène Eba, qui est déjà passée dans cette salle, notre invitée. Nous avons la présidente du festival Yara, Sylvie Nouette. Nous avons le professeur Afsamban. Nous avons Rémi Atangana. Qu'est-ce que je ne peux pas citer? Vous êtes... Merci. Monsieur Zanga, soyez les bienvenus, qui est un cinéphile depuis de cette salle. Merci à vous tous d'être là. Léontine, que je veux également applaudir, mais Monsieur Niba aussi, mon cher et tendre mari, qui est là et qui me soutient tout le temps. Merci. Léontine, tout à l'heure, nous allons pouvoir discuter autour de ce film. Et d'abord, bonsoir à toi. Les gens te connaissent déjà, mais il faudrait te présenter encore. Bonsoir à tous. Alors, je suis Léontine Lomgoy, cinéphile de la première heure. Je préfère me définir comme ça parce que Marie-Noël et moi, nous partageons la même passion pour les belles lettres, pour le cinéma, pour bien d'autres choses encore, entre parenthèses. Merci. Merci beaucoup. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que le film, il faut qu'on le savoure. Réalisé en 1992 par Cheikh Doucouré, avec comme acteur principal Maka Kota. Ils sont là pour vous. Bon film. On va partir. Aloukalia, 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 Koulouatou Wedi, Aloukalia, Aloukalia. Bon, petit. J'ai besoin de beaucoup de choses maintenant. Tu as de quoi payer? Tu sais, je n'accepte plus les bons de la semeuse. Tu me fais un bon prix et je m'en souviendrai. Dis-moi, ta nièce Sally, tu t'entends bien avec elle? Mouk! Laisse Sally tranquille. Je l'ai prévu pour mon fils Sori. Tu vois que tu as l'esprit mal tourné à Habibi. Ta nièce Sally, je veux pas l'épouser. J'ai juste besoin d'une dizaine d'ampoules de morphine, c'est tout. Voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit. Voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit. C'est bien, on recommencera demain. Bon, on se tait. Souleymane, ferme ton cahier et récite-nous ta leçon. Napoléon Ier est né en 1769. Il mourut à Sainte-Hélène en 1821. Il fut le premier consul puis couronné empereur des Français en 1804 à Notre-Dame de Paris. Ce fut un grand chef militaire. Il remporta une victoire éclatante à Austerlitz le 2 décembre 1805, mais il fut battu à Waterloo par les Anglais le 18 juin 1815. Très bien, Souleymane. Monsieur? Assis. L'enseigne Kanté, je suis votre nouveau directeur. Je vous attendais. Je suis Marie-France Mariani.
Je suis à Balando depuis quelques jours déjà, mais des obligations familiales m'ont empêché de venir vous voir plus tôt. Je suis très heureuse de vous connaître. J'espère que nous ferons du bon travail ensemble avec une classe supplémentaire l'année prochaine, à condition que les parents laissent leurs enfants venir à l'école. C'est à moi de les convaincre de l'importance de l'école. Je vous présente Monsieur Kanté, votre nouveau directeur. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Bien. Je ne vous dérange pas davantage. Les enfants, vos ancêtres, comme les miens, étaient les Mandingues. Leur empereur s'appelait Sundiata Keita. C'était un valeureux guerrier. Et personne ne l'a enfermé à Sainte-Hélène. Personne. Le blanc d'ébène de Cheikh Doucouré. Fantastique, fantastique. On a passé un beau moment de cinéma. Alors, Cheikh, un mot peut-être avant qu'on ne commence le débat? Oui, absolument. Je voudrais remercier cette salle formidable qui nous a accueillis. Et toi, Marie-Noël, te remercier de m'avoir invité. Et j'ai fait une promesse à un ami. À un ami, je lui ai dit, s'il faut que je revienne dans 20 ans au Cameroun, je reviendrai. Parce que je considère le Cameroun comme mon deuxième pays, après la Guinée. Et cet ami est là, dans la salle, qui m'a souvent donné l'occasion de venir ici. On a débuté ensemble, on a continué ensemble, et il a donné la noblesse du cinéma camerounais, africain au Cameroun, et il t'a permis à toi de prendre le relais aujourd'hui. Wow. Et je suis content que toutes ces personnes qui ont fait le cinéma camerounais, que la plupart soient là ce soir, à ton invitation et à nous recevoir. Et j'ai tellement d'émotions. J'ai peur que ça ne soit la dernière fois. Et j'avais dit à cet ami, je reviendrai s'il faut que je sois dans un fauteuil roulant. Il se souviendra, j'avais une canne. Et aujourd'hui, j'ai un déambulateur. Et j'espère que je reviendrai encore, ne serait-ce qu'assis dans un fauteuil. Parce que vous êtes formidables, parce que vraiment, je me sens camerounais. Et je vous remercie, et je te remercie. Merci, c'est Gérard Essomba. Il est dans la salle. Merci Gérard, merci. Merci pour ce que vous êtes. Nous allons donc commencer à dévisser autour de ce très beau film. Avant de passer la parole à vous, nos invités d'honneur, je voudrais d'abord le ressenti de notre cinéphile averti, Léontine. Comme d'habitude, dis-nous ce que tu as pensé de ce beau chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, Marie-Noël, après avoir visionné ce film, c'est vrai, moi, je pensais qu'on était au Cameroun et on était en Guinée, ce qui veut dire que pratiquement, on n'a pas ressenti les frontières. Ça, c'est déjà bien, c'est-à-dire que sur le plan culturel, je n'ai pas vu de différence. Alors, je me demandais bien, le blanc d'ébène, pourquoi ce titre antinomique, c'est-à-dire si on est blanc, on peut pas être d'ébène, et vice-versa. Mais je crois que tout au long du film, on a eu la réponse, j'ai eu la réponse tout au moins à ce questionnement. Le blanc d'ébène, finalement, c'était le nègre blanc. C'était également le blanc nègre, parce que le jeune homme, l'intellectuel, qui est parti à la découverte du monde, lui qui est allé, qui a acquis la science du blanc, et le blanc qui est venu en Afrique acquérir la science de l'Africain. Finalement, vraiment, le titre s'expliquait, parce que j'attendais de voir le blanc d'ébène, ce contenu. Bon, je ne suis pas restée sur ma faim, bien au contraire, j'ai été servie au-delà de mes attentes. Et je crois que tout au long de notre discussion, nous aurons à revenir sur ces aspects qui m'ont marqué. Vraiment, le blanc qui s'approprie la culture africaine, qui se fait initier, qui y croit jusqu'à la dernière minute.
Donzo Yen. Alors, ça, c'est quelque chose de fort. Et je crois que, comme nous avons le réalisateur et l'acteur principal, ils vont pouvoir nous dire de vive voix ce qu'ils ont ressenti, eux aussi, à travers cette mise en scène. Merci beaucoup, Léontine. Je crois que là, voilà la symbolique qui est dévoilée. Cheikh, peut-être affirmer ou confirmer ce qu'elle vient de nous dire. C'est exactement ça. La culture, elle n'est pas que d'un côté. On peut aller la chercher de tous les côtés. La culture africaine peut être aussi recherchée par les Blancs, comme le Noir qui est allé rechercher aussi la culture des Blancs et qui l'a servi si bien. Parce que quand la femme de Mariani lui dit, contente de pouvoir retrouver un intellectuel qui parle bien, mais qui n'est pas un soudard comme mon mari. Et je veux dire aussi que Mariani était corse et que les Corses qui ont été souvent à l'avant-garde de la colonisation de l'Afrique, aussi les militaires, les policiers, la plupart étaient des Corses. Mais qu'en France, les Corses étaient considérés comme des soudards, comme des sous-hommes, et qu'ils étaient considérés sur le même pied que les Africains, parce qu'on les considérait comme des sauvages. Alors, dans ce cas, je me suis dit que Mariani se retrouvait mieux dans cette culture africaine que dans la culture française, où il était méprisé. On le voit d'ailleurs, les autres soldats, comment ils lui parlaient. Alors, ce qui fait que Blanc d'Ébène, c'est vraiment bien vu, et c'est des deux côtés. Incroyable. Mais je pense que là, vous l'avez dit, hein, il disait qu'il aimait l'Afrique, mais pas les Africains. Oui. Il n'aimait pas les Africains. Il était là quand même pour servir un pays, une armée. Mais que les autres, là, étaient en Afrique, mais ils n'aimaient pas les Africains. Comme ils nous disent d'ailleurs, les nègres. Les nègres, tout à fait. Et que lui, je crois qu'il s'est retrouvé un peu, ou même beaucoup, dans cette culture africaine, et aussi avec le mépris qu'il a, lui, vis-à-vis des autres qui se sont dit des Français bon teint, bon blanc. Voilà. Mais par devoir de réserve, il était obligé de faire son métier, mais il a été pris au piège. Parce qu'il a voulu vraiment servir la France. Et il est devenu Donzo, mais les Donzo ne lui ont pas donné le secret, parce qu'il n'a pas eu de secret. La preuve, il en est mort. Voilà, et déjà, on lui a donné, l'image n'est pas tellement bien passée, on lui a donné, le breuvage qu'il lui a donné, c'était l'antidote. Et à un moment, il se fait échanger le sang, quand l'autre lui dit, toi, c'est moi c'est toi, et à la fin, il lui dit, non, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Ça veut dire que l'alliance était rompue. Mais seulement, il fallait qu'il prenne l'antidote chaque année, parce que c'est un seul qui détient cet antidote, mais on ne sait pas qui. Et on lui a fait croire aussi qu'il était invulnérable aux balles. Alors que non, c'était pas le cas. Il a essayé, il en est mort. Alors ce qui fait qu'en Afrique, on dit beaucoup de choses, on a l'air d'être servile, mais derrière, on a toujours des recours que le blanc ne trouvera jamais. Il ne faut pas négliger notre culture. Merci beaucoup. Vous êtes le scénariste, vous êtes le réalisateur, mais vous êtes également acteur. Mais avant que je ne donne la parole à l'acteur, je voudrais que l'acteur principal puisse prendre la parole. Lansei Kanté, Monsieur Makakoto, acteur principal de Blanc d'Ébène, et ce n'était pas votre premier film, on en parlera peut-être plus tard. Après avoir fait autant de films, vous vous retrouvez dans le Blanc d'Ébène, ce film qui est un peu, je peux dire, une mixité de deux cultures complètement à l'opposé l'une de l'autre. Comment vous vivez ça? Et je vous le demande aujourd'hui, après le parcours que vous avez entre l'actorat et le ministre de la Culture du Québec, pas du Cameroun, mais du Québec, avec un voyage comme celui-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire 30 ans après, 30 ans après avoir fait ce film? Je l'avais oublié dans le détail, le film, et je parlais à l'oreille de Cheikh durant toute la projection, et des émotions remontaient en surface, parce que ça n'a pas été facile, Cheikh ne l'a pas dit, d'une part, de monter la production,
de trouver le financement, d'aller sur place. C'est à l'instar de Marie-Noël, Cheikh est un batailleur, c'est un bagarreur. Et il est un homme déterminé, un homme de passion. Et il aime s'entourer de gens qui lui ressemblent aussi. Quand Cheikh m'a parlé de ce personnage, qui avait une dimension à la fois intellectuelle, politique, tout ce qu'on veut, j'ai pas hésité. Et il n'a pas hésité non plus. J'ai accepté le personnage au début de la projection. Avant la projection, j'avais évoqué mon poids à l'époque. J'ai dû perdre du poids parce que la rigueur du travail d'acteur l'exigeait pour être crédible physiquement, parce que c'est au Cameroun on est costaud, on est balèze. Voilà, mais en Afrique de l'Ouest, ils sont un peu plus svelte, donc ça a donné le résultat qu'on a vu. Donc j'ai aimé la partition écrite par Cheikh et je voulais être un interprète à la hauteur de ses attentes. Tu l'as été. Voilà. Au-delà même de ce que je pensais. Et je le regardais à chaque fin de prise. Je voulais son acquiescement. Quand je ne l'avais pas, je lui demandais est-ce qu'on peut la reprendre. Mais ça, c'était le regard du jeune face à un aîné qui est aussi déjà roulé sa bosse. Non, c'est le regard de l'artiste face à l'artiste. D'accord. D'un passionné à un passionné. Parce que je sais qu'il avait ce souci de bien faire, il avait le souci de l'excellence. Et je l'avais également. Donc, c'était mon seul complice sur le plateau. Ce qu'il ne dit pas, Maka, oui, c'est qu'il a mis beaucoup de lui dans ce film au niveau des dialogues. Parce que je lui disais, Maka, vas-y, dis ce que tu ressens par rapport à ton personnage. Et il en a mis beaucoup de lui-même. Il y a beaucoup de passages, ce qui fait que l'acteur blanc, j'ai eu des problèmes avec lui. Parce que Maka a mené beaucoup de choses. Et cette complicité entre Maka et moi le dérangeait énormément. Mais comment ça s'explique, ça, que ça le dérange? Ça le dérangeait parce qu'il s'est senti dans un film où peut-être que nous, on menait si vous voulez, c'est nous, on l'utilisait, mais il pensait que, voilà, les vraies têtes du film, c'était nous, Maka et moi. Et je veux dire, le choix de Maka, c'est que déjà on se connaissait. Nous étions toute une bande de copains, à commencer par Gérard, à commencer par Bassek qui m'a fait connaître le Cameroun, aimé, et je te remercie, Bassek, vraiment. Il est dans la salle, merci Bassek. Ça a été formidable, et comme vous disiez, il n'y avait pas de différence. On appelle la Guinée le petit Cameroun. Ah oui, applaudissez pour nous. Absolument, au niveau de tout. Le continent est partout. Oui, on dit le petit Cameroun, la Guinée, au niveau même des sites ou quoi que ce soit, ça se ressemble. De tel point que la bauxite, l'almune qui est exploitée en Guinée, est traitée au Cameroun. Alors vous voyez, ce qui fait qu'il y a déjà un lien. Et ce lien-là, je l'avais avec Maka, en tant que comédien ensemble, avec Gérard, avec Bassek. Et cette complicité nous a amenés à faire ce film qui est formidable parce qu'on a été au-delà même de notre nation, de quoi que ce soit. On était là. On était des artistes, on était africains, et cela reste. Et c'est pour ça, Bassek, je ne finirai jamais de te remercier, malgré que on se fait vieux, mais Marie-Noël est là, et pour continuer à vous mettre elle ensemble. continue cette œuvre, et c'est vraiment un plaisir. Et Gérard, c'est bien. Ah, c'est formidable, c'est plein d'émotions. Merci pour cet échange-là. Je pense qu'on est bien d'être là tous ensemble. Moi, je regardais votre complicité, justement, vous me dites, ça fait 30 ans, vous étiez déjà complice. Ah, mais là, tout à l'heure, ou depuis que vous êtes arrivé, j'ai l'impression que ça continue. Pourtant, vous n'avez pas fait un autre film ensemble. Non. Si, Lumumba. Enfin, oui. Pas réalisé par lui. Non, pas réalisé par moi, mais en tant que comédien. En tant que comédien, oui. Lumumba fut une autre aventure au Zimbabwe. Et là encore, parce que c'était pas facile. Non. Pas facile. Nous aurions dû tourner au Congo-Kinshasa,
Mais à l'époque, les autorités ne voulaient absolument pas que le film se fasse là. Donc, on a trouvé le Zimbabwe, le Mozambique comme lieu de tournage et des allers-retours. La difficulté, on l'a transcendée grâce à l'humour. Et le maître en humour est là. C'est là, on l'a ressenti tout à l'heure. C'est fantastique. Il diffusait une énergie tellement positive sur le plateau qu'on oubliait nos galères. Et on a contribué au succès du film sur cette base-là. Et il n'y a pas de hasard. Hein. C'est un film entièrement politique qui nécessitait beaucoup de subtilité, de sobriété. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Et cette légèreté qu'insufflait l'humour de Cheikh nous a aidés dans ce sens. Ah, c'est formidable. Et Maka, au quart de tour, il comprenait exactement ce que je voulais. Et l'humour, c'est vraiment la clé même de l'intelligence, hein, de tout ce qu'il y a. Et Maka a cet humour. Et ensemble, on n'avait pas l'impression de tourner un film. On avait l'impression de s'amuser, d'être ensemble pour rire. Parce qu'on riait de tout, on s'amusait de tout, malgré les difficultés d'un tournage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait 15 heures de tournage par jour. On commençait très tôt le matin, on finissait tard le soir, mais il y avait toujours cette énergie, cet humour qu'on avait et qui n'a jamais fait défaut. Et vous avez réussi à faire ce film pendant combien de temps, on peut dire? Vous avez tourné? On a tourné 2 mois. 2 mois? Oui, entièrement en Guinée. Et moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le rapport avec Lumumba, le film que vous avez fait. Tout à l'heure, j'ai vu une scène, vous assis derrière, quand on a arrêté l'enseigne Kanté, j'avais l'impression qu'on revoyait les images de Lumumba lorsqu'on l'avait arrêté. Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré pour ce plan-là voilà. Lumumba, je crois qu'on l'a arrêté en 92, non? En 92. Voilà, et le film a été tourné en 91. En 91. Voilà. J'ai pensé que c'était ça qui vous avait inspiré. Non. Je vais dire que vous avez une vision. Et en plus, je me souviens que cette scène a été tournée rapidement à cause du coucher du soleil. Il fallait aller plus vite que le coucher du soleil pour avoir une image potable. Et ça... Qu'on n'a pas perçu ici à cause de la compression de l'image. À cause de la compression de l'image. Tout à fait. Mais le film en lui-même, l'original, en termes d'esthétique cinématographique, c'est un bijou. Si un jour on met la main dessus... On va mettre la main dessus. Monsieur Bassek nous a dit qu'il nous trouvera une belle copie et je crois que ce sera l'occasion de le voir. Passez le micro à Monsieur Bassek, je vais me tourner vers la salle. Ceux qui ont des questions, donnez déjà le micro à Gérard Essomba, à Bassek, pour qu'ils puissent répondre à Cheikh de leur amitié dans le métier. Félicitations pour ce film que je revois avec beaucoup de plaisir. Je suis légèrement triste pour les jeunes qui sont dans la salle. Parce que ce film, je crois que lorsque tu auras une bonne copie, et nous on en a, il faudra le repasser. Il faudra le repasser à ce jeune pour qu'il voit tout le travail qui était fait à l'époque. Tout un travail de mise en scène, de travail de la figuration qui est extraordinaire et tout le reste. Et je ne suis pas sûr que je parlerai beaucoup parce que vous parliez d'émotion tout à l'heure. Chaque tu parlais d'émotion. Et tout à l'heure, on s'est souvenu de ce signe qu'on faisait. Et le hasard fait des choses. L'une des scènes qui, pour moi, me manquera dans l'histoire des écrans noirs, par exemple, nous avons pris un jour un bus ici pour aller à Libreville. Parce qu'à l'époque, on faisait Yaoundé, Libreville, Bangui et tout le reste. Et je vous assure qu'on a parlé du devenir du cinéma dans le bus. Si on pouvait montrer aux jeunes d'aujourd'hui la conversation qu'on a eue entre Yaoundé et Douala et Libreville sur le cinéma africain, sur le devenir, il y avait Idrissa Ouedraogo, il y avait Maka qui était très en forme, il y avait tous ces gens-là qui étaient dans la voiture, ça montrerait le travail qui a été fait. Parce que, Marie-Noël, il faut que ces ciné-clubs servent aussi à nos jeunes à se rattacher à nous, à se raccrocher à nous, à savoir tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait. Et c'est pour cela que je dis l'émotion, maintenant, et je ne veux pas trop parler là, je trouve simplement qu'à l'époque, nous avons fait des films qui traversent le temps, qui résistent au temps, n'est-ce pas? Il faut faire un film qui dure. Et c'est Manu Dibango qui disait, l'essentiel, ce n'est pas peut-être de jouer, mais de savoir qu'on joue pour que dans 20 ans, on vous regarde encore.
Alors, bravo, Cheikh Doucouré. Merci beaucoup. À toi, Bassek. Merci. Merci beaucoup. Le film est effectivement très, très actuel. Hein, je le regardais et j'ai pensé à la polémique aujourd'hui de la décolonisation. Déjà en 1991, vous aviez une vision tellement claire de ce que vous vouliez qu'on parle à propos de la colonisation, de la présence de la France en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que le sujet est tellement vif. Hein? C'était une vision. Ouais. C'était l'école à laquelle on avait été, nous, aux années de l'indépendance, et qu'on a voulu faire justement ce témoignage comme Sangomalo, comme bien d'autres films. Et je crois que notre jeunesse, c'était autour de ça. Et ça, on voulait laisser ce témoignage. Et je crois que par le film, on l'a fait. Et on a été fédérés. Et on s'est toujours donné la main. Parce que tu parlais de Idrissa Ouedraogo, de Souleymane Cissé. Tous ces gens sont passés par Yaoundé, sont passés par ici. Parce que pour nous, il n'y avait pas de frontières. Et ça, cette frontière, on l'a toujours abolie. Et c'est ça qui nous permet de faire des œuvres aussi qui résistent au temps. Ça continue, on continue à abolir les frontières. Voilà. Mais 30 ans après, tu ferais le même film? Oh oui. Je ferai le même film. Peut-être que l'ethnologie du blanc changera, mais je pense que oui, on peut le faire. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir Bako, l'autre rive ici, on le verra. Et Bako est complètement dans le temps aujourd'hui, et ça reste. La manière de le faire change, mais le sujet, il reste. Juste pour rappeler que Bako parle justement d'une crise de migrants à l'époque, mais expérience vécue de très près par Cheikh lui-même, parce que parfois on a tendance à voir des images et à constater que des statistiques, mais derrière chaque individu qui meurt dans le désert ou qui se noie dans la Méditerranée, il y a un humain. Et ça, on l'oublie souvent. Bako met cela en surface. Bako, l'autre rive est également un scénario de Cheikh Doucouré et il a également joué dans ce film. Pour revenir au Blanc d'ébène, je voudrais continuer en passant la parole dans la salle parce qu'on n'a qu'une heure pour que ceux qui ont vu ce film et qui l'ont dégusté puissent nous dire ce qu'ils en pensent. Je vais passer la parole à Martial Guéa, critique de cinéma dans la salle. Il y a Gérard. Il est là? Il y a Gérard qui a le micro. Ah, pardon, Gérard. À toi la parole. Je voulais remercier Marie-Noël Niba, qui nous permet de passer quand même une soirée agréable, malgré les conditions pas toujours bonnes sur le plan technique, il faut le dire. Je pense que le Cameroun mérite mieux que ça aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu Maka Koto. Pour moi, c'était un bonheur, c'était un plaisir quand on m'a dit qu'il sera au Cameroun, malgré la période difficile que je vis en ce moment, parce que je viens de perdre mon épouse il y a moins de 5 mois. Nos sincères condoléances. Alors, je préférais quand même être là pour soutenir les efforts que font ces deux monstres du cinéma, pas africain, mondial, je peux dire. Merci, Gérard. Maka Koto, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. On s'est quitté en Bretagne dans un film que devait réaliser Pierre-David Fila à Brazzaville. Matanga, tu te souviens? Tu es parti, je ne t'ai plus jamais revu. Ça fait 30 ans, c'était en 1994. J'ai dû jouer le rôle qui avait été écrit pour toi dans des conditions pénibles et difficiles. Cheikh Doucouré, c'est une autre histoire. La première chanson que j'ai écoutée sur le phono de mon père, c'était un disque guinéen. Tu peux l'accompagner? Keita Fodeba. Tu la connais pas. Keita Fodeba. Oui, absolument. Et j'ai toujours eu l'impression que quelque chose m'a mené, m'a tiré toujours vers cette Guinée où je n'ai jamais été joué, malgré tous les rapports que j'ai eus avec les Guinéens. Le dernier, c'était celui qu'on vient d'évacuer il n'y a pas très longtemps, Alpha Condé. On a joué au football ensemble. Le jour où il m'a dit « je suis candidat à l'élection présidentielle », j'ai dit « c'est pas la peine. L'Afrique, la politique, c'est autre chose. Mais la culture, il faut d'abord la porter aux Africains aujourd'hui. On ne peut pas avoir de démocratie si la culture est complètement marginalisée. Aujourd'hui, peu de jeunes ne connaissent pas du tout qui c'est M. Maka Koto,
Il y a des jeunes qui m'ont toujours demandé, est-ce que c'est le frère de l'autre qui est là-bas aux États-Unis? J'ai dit, ben, appelez-le, demandez-lui. C'est merveilleux quand je les vois tous les deux là sur cette scène où on aurait dû être encore un peu plus nombreux que ça. Je suis un peu désolé que de ce côté-là, il faudrait que notre ministère de la Culture fasse un effort. Merci, Cheikh Doucouré, merci. Macroto, merci, Noël Nima. Merci Gérard. Merci Gérard. Je vais donc passer la parole à Martial Ngueya, critique de cinéma. Oui, Martial, dis-nous qu'est-ce que tu as ressenti. Tu sais tellement bien dire ces choses-là. Bonsoir tout le monde et je suis heureux particulièrement parce que je n'ai pas eu la chance de rencontrer bien avant Maka Koto et tout ce qu'il a fait pour notre cinéma et pour notre culture. Donc, merci beaucoup Maka de revenir chez toi. Merci. Merci à Cheikh. Cheikh, c'est un Camerounais dont on n'a plus besoin de lui rappeler. La dernière fois qu'il était là, on l'a rencontré et on a même fait bien au-delà aussi. Mais ma question, elle est, ce film reste éminemment très politique et très d'actualité. Et on a le sentiment que vous étiez 30 ans en avant. Et j'ai deux questions qui me traversent l'esprit. La première, c'est aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de décolonisation. Le rapport est tellement fin que je me demande aujourd'hui, est-ce que les prémices de la Guinée que nous avons aujourd'hui et de cette Afrique qui est tout en mouvement, de cette génération qui veut tout rompre avec la France, en l'occurrence, et l'Occident en particulier, est-ce que vous n'aviez pas déjà magasiné ces informations, vous pressentiez cela sans que ce soit officiel, ou alors ce film, vous vouliez vous exprimer dans cette Guinée qui ne permettait pas encore de le faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est cette juxtaposition quand même importante des symboles. Les donzos, c'est quand même quelque chose de très fort dans cette grande Guinée, qui n'est pas que la Guinée, qui traverse le Mali, qui traverse, et qui a réussi à constituer une véritable civilisation qui s'impose encore aujourd'hui. Et que on a réussi par le tour d'initier un Toubab. Alors la question que je voudrais vous poser face à l'actualité, qui parle du retour des choses, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui on parle de 90 000 œuvres d'art et tous ces corps des Africains non identifiés en Occident, qu'est-ce que aujourd'hui, 30 ans après, vous revient dans le questionnement? Est-ce qu'aujourd'hui cette problématique devrait davantage être posée et comment est-ce qu'on verrait aujourd'hui cette Afrique qui bouge et qui a plus d'un tour dans son sac? Il y a beaucoup de choses. Hein? Allez, à toi la parole. La décolonisation et ensuite la juxtaposition des symboles. La décolonisation, à cette époque, nous étions unis avant les indépendances. Parce que Félix Moumié a été enterré en Guinée après son assassinat. Alors, ce qui fait que nous étions unis pour cette décolonisation. Et après, on a été un peu séparés. Ce qui nous a amenés à la situation d'aujourd'hui. Parce qu'au Sahel, ils veulent reconstituer cela. Maintenant, il y a une alliance entre le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi? Parce que, justement, les Français n'ont pas réussi à endiguer cette vague de djihadisme, comme on peut l'appeler, aujourd'hui. Mais si on voit très bien ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ça? La France en est pour quelque chose. Sarkozy, pour ne pas le nommer, s'il n'avait pas levé une armée pour tuer Kadhafi, quel qu'il soit Kadhafi, apprécié ou pas, et il faisait quand même un écran entre justement cette vague de djihadistes et contre l'Afrique. Aujourd'hui, il y a maintenant... L'Afrique est laissée à l'abandon. À l'abandon parce que les Français ne pourront pas arriver justement à maîtriser cette vague
de terroristes qui sévit partout dans le Sahel. Mais ce qui veut dire que quand vous écriviez ce scénario il y a 30 ans, en faisant venir cet autre nègre blanc, je peux dire, c'était le maître d'école, c'était comme pour dire arrêtons la colonisation, nous voulons reprendre les rênes de ce que nous sommes. Bien sûr, et Maka le dit dans le film, il dit, j'ai quand même la direction d'une école où on enseigne l'histoire de la France, mais pas de l'Afrique. Et moi-même, je ne parle même pas la langue de mon pays, parce qu'ils l'ont déporté très jeune, et son père est mort au bagne, parce qu'il s'est opposé aux Français. C'est ça, on en est là aujourd'hui. Et je crois que nous avons eu cette envie, nous avons lutté, manifesté partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, que ce soit... Notre génération, on s'est battu, Basek. On a pris comme arme le cinéma. Exact. Et ce cinéma, ça a été notre arme. C'était une offense qui n'était pas... On ne tuait pas, parce qu'au contraire, on n'en voulait pas, mais on a dit, nous revendiquons notre droit. Et on en est là. Et tu as bien dit, la jeunesse d'aujourd'hui, si elle voyait ce qui se passe, personne n'a à y gagner avec la guerre. Mais la culture, elle nous amène à tout. Et c'est cette culture qu'il faut que les jeunes apprennent. La tolérance, la main dans la main. Quand on voit que dans un même pays, les gens se disent « Non, non, moi je suis du Nord, je suis du Sud, je suis... » Mais non. Notre chance, c'est de nous donner la main. C'est d'aller ensemble et de nous dire « Nous sommes du même pays, nous sommes du même continent, et si on nous sépare, c'est nous qui perdons. » Et c'est comme ça que notre jeunesse aujourd'hui meurt dans le Sahel, meurt en Méditerranée, meurt aussi dans des guerres civiles qui sont télécommandées par les marchands d'armes. C'est ça, surtout les marchands d'armes, qui arment ces jeunes-là. Mais nous, comme armes, c'est le cinéma, c'est la caméra, et on y tient, et c'est pour ça que nous sommes encore là, malgré tout. Merci. Le cinéma comme arme pour faire de développement politique et économique également. Tout. Voilà, merci beaucoup. Oui, Maka. J'insisterai beaucoup sur le fait que toute forme de colonialisme est un crime contre l'humanité. Quand on se réfère à l'histoire de l'Afrique, à celle de l'Amérique latine, avec les autochtones, à celle du Canada, on parle aujourd'hui de réconciliation au Canada. C'est un exemple qu'on devrait suivre un peu partout pour remettre les tensions à plat, pour niveler les collines, les murs qui séparent les uns et les autres. Le Canada est un bon exemple parce qu'il a été amorcé une démarche de réconciliation. Mais pour aller vers cette réconciliation, un exercice préalable, celui de la vérité historique, était nécessaire. Et ce travail est fait. Je ne sais pas si vous avez suivi le voyage du pape au Canada récemment, c'était dans la même perspective, c'est-à-dire arriver à désamorcer les rancœurs, les frustrations, pour aller vers la réconciliation. Il faut suivre ça de très près, parce que ça va faire école. Et je pense que, pour revenir à l'Afrique francophone et à la France, ce travail n'a pas été fait. Nicolas Sarkozy n'a pas aidé. François Hollande, à un moindre degré, n'a pas aidé non plus. Jacques Chirac, avant de mourir, a ouvert le chapitre. Ce chapitre a été récupéré quelque part, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, par le président Macron en 2017, quand il a été en Algérie, son premier voyage pendant la campagne électorale ou avant la campagne électorale, où il a reconnu que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Et je pense qu'il a été laminé à travers les médias par justement les résistants du narratif qu'il fallait garder intègre, ceux qui ne voulaient pas remettre en question les chapitres de l'histoire coloniale. Et il a changé d'éléments de langage depuis ce temps-là. Ça m'a énormément déçu parce que voilà quelqu'un qui n'a pas vécu pendant la colonisation, qui a été élu président de la France, qui pouvait amener la France
sur les chemins que trace le Canada aujourd'hui avec les autochtones au Canada. Voilà, j'insiste là-dessus. Oui, oui. Le Canada est un modèle qu'il faut suivre et qui devrait faire école dans ce monde de tensions, de guerre, de haine et de rancœur. Merci beaucoup. Je voudrais quand même revenir à ce film. Je pense que ce que vous venez de dire, ça nous ramène à ce que notre ami a posé comme question, l'actualité de ce film, Le Blanc d'Ébène. J'ai comme l'impression que c'est un combat que vous meniez depuis longtemps et que vous continuez sûrement à mener, même dans vos responsabilités politiques. Quand on a été à l'école... Par rapport à l'Afrique, et voilà. Quand on a été à l'école, c'est inévitable, c'est incontournable. Moi, j'ai eu le malheur d'avoir été dans un pensionnat de jésuites français à Douala, qui ne m'ont pas voilé mon histoire, notre histoire, contrairement à d'autres qui ont été dans des écoles secondaires publiques qui n'ont pas appris notre histoire. Les jésuites français nous ont obligés à apprendre l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique, dans ses grandes lignes, et également à découvrir l'altérité autochtone. Les Douala parlaient Bassa, les Bassa parlaient Douala, et les uns les autres parlaient Ewondo, Fulbe. On apprenait ce que c'est que cette diversité camerounaise. Et ce qui était frustrant, c'est de ne pas voir d'autres écoles, d'autres cercles d'éducation suivre cet exemple. Ce qu'on constatait, c'est qu'on avait un héritage, celui du lavage de cerveau, de l'altération de la personnalité psychique, et qu'il était, disons, difficile, hein, du haut de nos connaissances, de résister. Donc, tout ce qui nous restait, c'est les arts. C'était les arts, le théâtre, le cinéma, pour continuer à, disons, sensibiliser dans ce sens-là. À se réapproprier ce que l'on est. Et vous avez vu que dans sa démarche scénaristique, Cheikh n'avait aucune espèce de pulsion revancharde. Non, il est allé à un tableau colonial où il y avait des plus... Marianne, pas Marianne, c'était quoi son personnage? Mariani. Non, Mariani, sa femme. Bref, sa femme dans le film était dans le progressisme. Lui, voilà, et lui était dans le réactionnaire. Tout à fait. Donc, et là aussi, quand on lit la France, quand on parle de la France, il ne faut pas parler de la France globalement. Il faut parler d'un gouvernement ou d'un parti politique. Tout à fait. Parce qu'en France, je connais beaucoup de gens qui sont progressistes et qui sont, à tout le moins, même beaucoup plus agressifs que nous quand vient le temps de dénoncer ce que l'Afrique francophone, en l'occurrence, a subi. Merci pour cette mise au point. Cheikh, on te posait une question sur la juxtaposition des symboles. Est-ce que tu peux en dire un mot? Les symboles, c'est surtout le côté mystique que nous avons en Afrique de l'Ouest. Les donzos, et c'est la force occulte des Africains de l'Ouest. On disait qu'en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Sénégal ou autres, on a 90% de musulmans, 20% de catholiques, ainsi de suite, mais on a 100% de fétichistes. Et c'était ça, cette culture qui est détenue par les donzos, parce qu'ils connaissent la séance occulte, ils connaissent la forêt. Et c'est ce qui se passe quand il y a eu la guerre en Sierra Leone. Ce sont eux qui sont venus sauver le pouvoir, disons. En Côte d'Ivoire, ça a été pareil. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, toute cette armée de défense de la patrie, ce sont les donzos. Ils sont toujours là. C'est vraiment identitaire. Enfin, vous vouliez montrer qu'on avait une identité forte. Et je pense que, comme Léontine l'a dit tout à l'heure, moi, camerounaise, je m'y retrouve très bien. C'est des valeurs très africaines qui ont leur place et qui ne heurtent pas du tout. Parce que, évidemment, on a beau avoir fait le tour du monde, on vient de quelque part et on se reconnaît dans ce film. Absolument. D'ailleurs, nous parlons de cinéma. Il y a un film qui a été tourné ici au Cameroun par Jean-Jacques Hano, qui s'appelle La victoire en chantant, que Bassek connaît bien. Et là, on montre que
quand ils sont arrivés, les jésuites et autres, ils ont commencé par aliéner d'abord la culture, les fétiches, tout ça. Il fallait les brûler, il fallait leur enlever leur pouvoir pour pouvoir mieux coloniser ou christianiser les Africains. Et c'est ce qui se passe. Et il n'y a pas que aussi. Quand l'islam est venu, ça a été pareil. C'était pareil. Ça a été pareil. L'islam aussi a dit, bon, ben, écoutez, laissez vos fétiches, abandonnez-les, il faut embrasser l'islam. Merci. On va donner la parole à M. Marcus Davis, du Haut-Commissariat du Canada, pour un mot. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce film? Merci beaucoup, je l'ai beaucoup aimé. Et on a eu le plaisir de se parler hier, c'était hier Jeudi, oui. Jeudi, oui, ok, oui. Donc, moi, j'avais une question à propos du symbolisme. Une chose que j'ai trouvée, parce que je trouvais que c'était bien traité, parce que c'était aussi une histoire des êtres humains, de leurs expériences, de leur influence. Donc, il y avait les personnes du village, les personnes qui avaient fait l'éducation. Mais une scène que je trouvais intéressante, c'est quand le colonel a tué le mari. Sa femme est venue, elle a pris la clé. Pourquoi c'était important de montrer qu'elle a pris la clé? Parce qu'elle n'a rien fait, mais je pense que c'était symbolique. Donc, je me demande pourquoi c'était important. Merci de l'avoir remarqué. À un moment, au début, quand il demandait de la morphine, il portait cette chaîne. Et la chaîne, c'est la clé du coffre qui est là-dessus. Et cette femme, qui à l'époque, quand une femme noire épousait un blanc, c'est qu'elle voulait s'enrichir. Ce n'était pas parce qu'elle l'aimait, c'est parce que justement, elle voulait être riche. Et en Afrique de l'Ouest, c'était comme ça. Alors, ce qui fait que cette femme était considérée un peu à part, comme arriviste. Et je crois que ce qui est sûr, le symbolisme, c'est que quand lui meurt, et tout de suite, elle récupère le pouvoir. Le pouvoir, c'est le coffre, c'est cette chaîne avec la clé. Et le fils qui ne pouvait rien faire, on a vu que le fils, il était complètement autre. Il ne pouvait pas continuer à s'occuper du magasin, tout ça. Et cette femme récupérait tout le pouvoir, d'où ce symbolisme. Ben oui, les femmes aiment le pouvoir. Wambo Jean-Ernest, étudiant et scénariste en devenir. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment pour ce chef-d'œuvre. Je suis vraiment rempli d'émotions. En même temps, lorsque j'ai regardé, il y avait un sentiment d'injustice. Après, en fait, la question que je voulais poser, c'est parce que il y a eu comme un goût d'inachevé. Donc, c'est-à-dire que je m'attendais peut-être à ce que le film puisse continuer pour qu'il y ait sûrement certaines conclusions. Je me demandais donc pourquoi est-ce que vous avez voulu que le film s'arrête comme ça. Est-ce qu'il y avait une intention, c'est-à-dire qu'après que la maison soit brûlée, je m'attendais à peut-être que celui qui était à l'intérieur puisse se sauver. Voilà. Et puis peut-être... laissez qu'ils répondent. Oui, laissez qu'ils répondent. Et là, pour une question encore, entre producteurs et réalisateurs, il y a toujours des conflits. Et justement, le symbolisme, c'était qu'au départ, le film était intitulé « Douga, l'envol du vautour ». Et après, mes producteurs m'ont dit « Le vautour, en Europe, c'est pas bien, parce que c'est ceci, c'est cela ». Alors donc, on va trouver un autre titre, d'où le titre qu'on a cherché, qui a été Blanc d'ébène. Mais pour finir le film, le symbole pour moi, c'était la réincarnation de cet instituteur qui va être aussi la continuité du combat que l'Afrique mène jusqu'à l'indépendance, même au-delà, parce qu'il sortait du brasier un vautour qui s'envolait. Et c'était l'âme, justement, de l'ANCI qui s'envolait et qui continuait son combat. Mais les producteurs m'ont dit que non, ce n'était pas
la peine et ceci, cela, pour une question commerciale. Et malheureusement, j'ai cédé. Et puis, voilà. Ce symbole, bon. Monsieur Niamouté Georges est chef section cinéma à l'ESTIC. À vous la parole. Tout à l'heure, Cheikh parlait de la caméra comme arme de combat. C'est un symbole qui me vient à l'esprit comme ça, qui a été promu par Saint Ben Ousmane en son temps. Est-ce que le narratif, si on postule sur ce que le film reste actuel, partant depuis qu'il a été tourné, est-ce que le discours qui devrait être tenu aujourd'hui devrait avoir la même coloration pour pouvoir, on va dire quoi, pérenniser ce qu'on subodore évidemment dans le retour de l'Empire, le grand empire du Mali? Merci. Alors, l'actualité de l'histoire. Ben, si ça devait être aujourd'hui, je crois que oui, ça serait exactement pareil, parce que la situation, elle n'a pas tellement changé. Elle n'a pas tellement changé, donc on ne peut pas se satisfaire de ce qui a été fait. Parce que ce combat que nous menons pour l'Afrique, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on ne doit pas se satisfaire en disant « ça a été dit ». Mais au contraire, il faut qu'on continue à avoir le même discours, mais peut-être pas forcément envers les colons. C'est peut-être envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce que nous continuons à faire? Et à partir de ce moment, peut-être que le discours, il est le même, mais il va s'adresser peut-être aussi à d'autres que le colon. Moi, je pense que si je devais le refaire, c'est ainsi que je le verrais. Merci. J'ajouterais à cela, au terme de... ça fait quoi, 60 années qu'on est censé être indépendant? Oui, c'est 60 jeune, ans, ça fait plus. C'est jeune. Il y a des blessures qui n'ont pas été pensées, des stigmates qui restent très sensibles, et peu d'énergie, de volonté ont été investis dans ce sens-là, et c'est dommage. Je vous prends un parallèle. Prenez l'exemple de gens qui arrivent du front, prenez l'Afghanistan. On parle de choc post-traumatique, de soldats qui n'ont pas été eux-mêmes blessés, mais qui ont vu des choses traumatiques, ou qui ont même, une fois rentrés chez eux, parlé de ce qu'ils ont vécu, et ce qu'ils ont vécu a atteint leur entourage au même titre que la mémoire historique, compte tenu du fait que nous avons hérité de cette transmission orale, elle a été là pour entretenir ces blessures et ces stigmates. Mais bizarrement, de génération en génération, on se détourne. On détourne son regard pour regarder cela et traiter cela. Peut-être qu'un jour, on aura un travail de réhabilitation mentale, psychique, voire déboucher sur ce qu'on a toujours essayé de rebâtir, c'est-à-dire notre véritable identité. Nous sommes, au plan psychique, des êtres brisés en Afrique depuis des générations. Nous ne savons pas fondamentalement qui nous sommes parce qu'on ne nous a pas appris, j'exclus les cas exceptionnels dans le mien, nous n'avons pas appris notre histoire, nous ne savons pas qui nous sommes réellement, nous nous assumons mal et nos modèles de référence, nos modèles d'identification ne sont pas des modèles inspirés, on l'a vu dans une scène, on apprend l'histoire de Napoléon, mais on ne sait pas qui est Soundiata Keïta. Merci. Donc c'est important de se regarder nous-mêmes pour repartir sur des bases saines. Et malheureusement, on investit très peu d'énergie dans ce sens-là. Il ne faut pas toujours accuser les autres relativement au passé. Je pense qu'il faut qu'on se regarde nous-mêmes pour savoir sur quel pied danser pour le futur. Nous sommes en train de le faire. Je crois qu'il faut commencer quelque part. Et c'est ce que nous faisons également ici au Ciné-Club. On en apprend de belles choses. Monsieur le professeur Faye voulait dire quelque chose en réaction ou votre point de vue ou alors votre ressenti. Vous l'avez déjà sûrement vu ce film. Quel est votre ressenti?
I'd like to thank you very much for this opportunity again you've given us to share these moments with the colossal, I would say, icons of the domain. But usually I always look at possibilities of rendering this kind of opportunity a little more extensive and sustainable. I was listening to Big Brother Basek, who talked about their journey from Cameroon to somewhere. And I'm looking at possibilities. How do we relive these moments? I'm thinking of a triangle between Cameroon, Guinea, and Canada. How do we make it such that former minister, in his posture and given he's a technocrat, develops a working relation with a group of young people in Canada? Let Sheikh organize a group of young people in Guinea, and Big Brother here, Basek and Gerard Somba, they work something. So we see how to keep this kind of relationship. I'm imagining. Now, the stories they shared on their way is loaded. He talked about it. The content is not known to us. And when I look at, when I think of the ideology in this film, like someone said, you saw in the future of Africa. Now, my real question is, how do we keep and transfer this synergy between the two of you? Because I see this complicity. And then we are lucky to have those who live those moments. And, I mean, how do we keep this going? Je pense vraiment que c'est le moment de pérenniser cette énergie, cette synergie. Si nous créons, n'est-ce pas, cet groupe de travail au Canada avec Batak, et en Guinée et au Cameroun. Maintenant, nous allons permettre. Cameroun. In fact, it's a cross-generational impact, so that you transfer the energy to the young people who would be most honored. Thank you very much. Le stratège a parlé. Merci beaucoup, professeur. Alors, comment fait-on pour garder cette énergie intacte à travers les histoires que vous avez partagées et que nous ne connaissons pas? Le triangle, Cameroun, Guinée, Canada et pourquoi pas les autres. Créer la chaîne de l'Afrique, la chaîne du monde. Oui, mais à commencer par ce que tu fais. Le ciné-club qui nous donne la possibilité de venir voir ces films-là avant l'écran noir, que moi j'appelais la caravane noire, et de nous donner cette possibilité. C'est vous qui organisez tout ça, c'est vous qui nous amenons vers le public et le public vers nous. Et dans ce cas, il y a l'échange. Dans l'échange, il y a la compréhension. Dans l'échange, il y a aussi l'envie de faire les jeunes, surtout pour les jeunes. Parce que l'écran noir, on a quelle date? Il y a plus de 20 ans. 27 ans. Alors, tu vois, hein, et toi, tu continues aussi. Tu es à la 14e édition. Il y a la 14e session. Voilà. Bon, tu vois, et ce qui fait que ça continue. Vous n'avez pas baissé les bras. Il n'y a pas de raison que nous, on baisse les bras. Non. Bon, monsieur, j'ai un peu de mal à bouger, mais ce n'est pas grave. La tête, je pense qu'elle est toujours là. C'est ce que j'ai promis à Basek. Et on va continuer. On va continuer. Voilà, le combat continue. Gérard est là. Et... Voilà. Maka, comment on fait ce triangle? I think that what you just said is very important. It's fundamental. Because I believe that, you know, what we're saying is war, is racism, is exclusion. We are in a very negative path in our existence. And I believe in culture. And I think that culture will be the settlement of our unity, of our convergence. And that said, I think that we need a political vision, not only from here. This is important. What she's doing here is important. But we need a political vision over those nations. So as to give an example, we don't have to be 100 countries. We just have to be 4 or 5 countries to give an example, to show a vitrine to the world and to let people know that this is possible. Let's
talk love, stop talk war. Yeah. This is possible. Yeah. Let's start talk humanity, and let's, I don't know what to say. We're living in a place which is a little blue dot in the universe. We are nothing, but we're always fighting each other, and this is nonsense. Sometimes in my office when I was in politics, I used to, prendre du recul, prendre de la hauteur, et ce que je voyais, c'était de la folie. Et c'était décourageant parfois. Alors je me disais, pourquoi on n'entend pas des messages de paix? Pourquoi on est plus sensible aux messages de haine? Pourquoi on est plus réactif à ces messages et plus, disons, motivé par ces messages? J'en étais venu à me dire que peut-être que c'est dans l'ADN humain et qu'on est condamné à ça, mais non. C'est possible. Quand on regarde, when you're looking to what Mandela did in South Africa, what Gandhi did in India, it's possible. Everything is possible. Love, love, and love. Thank you very much. Monsieur Niba William de RFI a la parole, voudrait dire un mot. Alors, cher frère aîné, que je trouve ici à Yaoundé avec beaucoup de plaisir, et Gérard, très cher Gérard, monsieur le directeur, chers amis, je vais m'exprimer en français pour que les idées soient transmises. Je suis anglophone, mais ce que je voulais dire, étant donné que la plupart de nos cinéphiles ici présents, c'est que le cinéma, malgré l'événement de la télévision et Internet, le cinéma reste le canal par lequel, vous l'avez bien dit, par lequel on peut se réconcilier avec sa culture. De très belles images qui sont en train de disparaître. La société africaine traverse une crise très profonde, vous l'avez dit, pas seulement une crise d'identité, mais une crise de droit de mémoire. C'est-à-dire que non seulement nous sommes devenus pauvres, culturellement parlant, parce que quand on essaye de voir la culture que les enfants ont aujourd'hui, le manque de respect des aînés, l'oubli du village, des racines. Très peu d'enfants arrivent à rentrer au village pendant les vacances à cause des raisons économiques ou pour d'autres raisons, pour l'hostilité que nous traversons, par exemple la crise anglophone, c'est une perte énorme. Alors, quand on veut, par exemple, dire aux enfants d'où ils viennent, les valeurs que nous sommes en train, dont on parle, par exemple, la crise de la jeunesse que les jeunes traversent, il n'y a pas d'emploi, peut-être ils sont nés dans des familles monoparentales, il y a beaucoup de choses. Ce sont toutes des valeurs occidentales qui ont mis cette société traditionnelle en crise. Mais alors, le film en parle peut-être, non? Bien sûr, c'est pour cela que je reviens sur l'importance de cette œuvre qui est impérissable, comme on dit. It's perishable. When I say perishable, it means that it is lasting, it is eternal. You always look back at a film and identify with the roots of where you come from. I would have loved Professor Sombang to say something because he's deeply involved in this. I come from the northwest region of Cameroon, and we are in the process, in a few weeks, in the process of trying, which Mr. Director is one of
the cardinal... bring your microphone. Yeah, one of the cardinal initiatives that might interest your ministry. I'm sure the organizers have reached out to you to talk about them. What I'm saying, for example, now, if you look at the environment in which our parents lived, which are full of a lot of values that ought to be protected and defended, you realize that most of our children don't know anything. And that's what Sheikh was saying. He wanted to tell us about his childhood. Yes. Hein, ton enfance, tu l'as retracée dans les travaux de chant, voilà. Tu nous le disais. Yeah. Donc peut-être nous rappeler les petites choses que tu ne voulais pas perdre. Par exemple, cette scène de labour collectif, j'ai grandi avec. Moi, mon père a toujours été un paysan et j'ai toujours travaillé à la terre, au village, avant d'aller à l'école. Et c'est ça qui m'a forgé et qui a formé ma personnalité. Le respect des aînés, le courage d'entreprendre des choses, de ne pas baisser les bras et de continuer. Et aussi, je crois que dans le village, les enfants et leur père, grand-père travaillaient ensemble. Il y avait un échange. Et aujourd'hui, les enfants vont à l'école, ou bien les pères n'ont plus le temps d'écouter les enfants. Non, 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 vas-y, va avec tes copains, va à l'école. Et même les parents qui ne peuvent plus éduquer leurs enfants, disent, bon, c'est l'instituteur qui va le faire. Mais non, l'instituteur a autre chose à faire. Bien sûr qu'il vient en complément. Mais si à la maison, l'enfant n'a aucun contact avec ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la rue, il va fumer des haches, il va devenir arrogant, il va devenir même agressif. Et c'est comme ça que les enfants sont armés aujourd'hui à tuer, parce que ils n'ont pas d'alternative. Ils ont perdu les valeurs. Voilà, ils n'ont aucune valeur. Et moi, j'ai été élevé dans ça. Mon père, il est mort, on dit qu'il avait 110 ans. Wow. Alors, ce qui fait que j'ai toujours été avec lui. J'ai été en France. Chaque année, je revenais en Afrique pour encore recevoir des choses de mon père jusqu'à sa mort. Je crois que c'est ça. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants en France. Mais je n'y arrive pas toujours. Il faut être juste. Je n'y arrive pas toujours parce que les enfants me disent « Ah ben non, non, c'est une autre époque. Et puis, c'est l'Afrique. Mais ici, on est en France. » Alors, quand on entend des discours comme ça, je ne dis pas que je baisse les bras, mais ça me fait de la peine. Et là, moi, les aînés corrigeaient les enfants quand ils faisaient des bêtises. Mais aujourd'hui, allez taper un enfant. Il vous amène au commissariat tout de suite. Merci beaucoup. Alors, juste pour achever ce que je voulais dire. Ah, d'accord. En fait, c'est un appel que je lance en fait aux autorités de notre pays. Parce que je travaille à RFI depuis 25 ans, pratiquement. Et je viens de me rendre compte que l'importance du cinéma, non seulement ne s'arrête pas au niveau du développement de la culture, mais ça offre beaucoup de possibilités d'emploi aux jeunes, de la jeune génération. C'est-à-dire pas seulement les jeunes de la ville, mais les jeunes du village. Parce que c'est à travers le cinéma qu'on pourra, par exemple, se rappeler de belles expressions que nous avons entendues dans ce film. Le discours, le dialogue, c'est très important. Alors, par exemple, pour le cas du cinéma, moi j'ai constaté que le ministère de l'Éducation nationale au Cameroun est en train de travailler sur un projet de promotion du cinéma au lycée. Alors moi, je suis un peu mal à l'aise avec cela parce que les enfants n'ont pas le temps, ils n'ont pas la maîtrise, ils n'ont pas c'est-à-dire ils ne sont pas encore outillés à pouvoir comprendre ce que c'est que le cinéma. Peut-être la comédie, peut-être les web-séries, peut-être. Oui, les web-séries, mais ce n'est pas encore le cinéma. Je souhaiterais, peut-être, monsieur le directeur pourra partager cette idée avec ses collègues des autres ministères. Moi, je pense qu'il faudra qu'on mette l'accent pas sur
le développement du cinéma à l'école secondaire, parce que déjà les enseignants ne sont pas outillés pour le faire, mais c'est beaucoup plus au développement de la culture, que les enfants soient plus cultivés pour pouvoir travailler dans ce domaine. J'enseigne à l'école de journalisme à Yaoundé, et ce problème de culture, parce qu'on en parle, on parle de la culture, c'est le general knowledge, savoir au moins s'exprimer, que ce soit en anglais, en français ou dans sa langue nationale, mais plus important encore, savoir dire quelque chose qu'on a envie de dire. Alors ça, c'est quelques idées. Le message est passé. Je pense que il y a des personnes dans la salle qui ont compris, et en même temps, tout à fait, je crois que c'est le travail que nous faisons au Ciné-Club. Je vais passer la parole à Sidoine Fegui rapidement. La question que je voulais poser a déjà été répondue. J'apprécie beaucoup le film et je remercie le Ciné-Club Nka qui nous permet de découvrir ces films magnifiques. Ce sont de véritables œuvres d'art qui méritent d'être montrées au public. Pour nous, jeunes que nous sommes, c'est très intéressant de pouvoir voir le film et de parler avec les réalisateurs. Nous apprenons beaucoup de vous et merci à vous d'être venus. Merci au Ciné-Club Nka d'avoir organisé et pensé cet événement. Merci, soyez toujours des nôtres. Tadkam, Flavie, esthéticienne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci encore pour l'invitation du Ciné-Club. Ma participation ce soir sera surtout pour vous dire merci pour cette œuvre que vous avez partagée avec nous, M. Maka et M. Tchek, parce que franchement, pour moi qui a beaucoup entendu des histoires, là, j'ai carrément touché du regard, beaucoup de choses qui sont passées. Et pour dire vrai, j'ai même eu la larme à l'œil. Vraiment, c'était très beau. Vraiment, j'entends, je dis, bon, il s'est passé des trucs pas mal, un peu de partout, mais là, c'était vraiment très palpable. Mais pour dire vrai, je suis restée sur ma faim, comme l'a dit quelqu'un là, quelque part, par rapport à l'incendie de la faim et l'envol du vautour et tout. Mais vraiment, s'il y avait une partie 2, on serait ravis de la regarder. On va faire partie 2, n'est-ce pas? Partie 2, n'est-ce pas? Et encore merci beaucoup pour tout et bonne soirée à vous. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants. Je vais passer la parole à Pierre-Patrick Toucault rapidement. Vous nous dites un mot. On a des masterclass et je pense que vous allez discuter longuement avec Cheikh Doucouré. Oui, essayons de terminer. Après, Charlotte Ngomagno dira un petit mot rapidement du pôle cinéma. Bonsoir à tous et félicitations. Je pense que tous les cadres que vous avez cadrés dans les films nous ont mis dans le cadre et nous ont permis de comprendre que le cinéma, c'est d'abord une écriture de mouvement. Et pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une action. Et c'est l'action qui procure l'émotion. Et nous avons eu cette émotion ce soir. Vraiment, félicitations. Merci. Merci. Maintenant, je veux parler du côté technico-artistique. Comment ça s'est fait? Parce que lorsqu'on voit le casting qui est fait dans ce film, on dirait qu'on est dans un classique ou un nouveau genre. À un moment donné, je me suis posé la question, suis-je dans une fiction ou alors dans un film documentaire, de par le récit? Quel est votre genre cinématographique? Faites-vous le cinéma fictionnel d'un genre documentaire où on a eu affaire à un documentaire historique calqué de la fiction, ou alors c'est une approche personnelle pour pouvoir soigner les consciences? Et je dirais également, quel est le rôle de l'enfant et de la femme dans votre film? Pour finir, je voudrais dire, à la fin, quels étaient vos objectifs, comme votre film traverse le temps? Avez-vous finalement conquis ce que vous recherchez? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Merci. Ça fait beaucoup de questions, mais bon, tu répondras à celles que tu ressens. Mais vous avez dit une chose qui est formidable, c'est l'écriture. Et je dois tenir un atelier. Oui, la masterclass. La masterclass, lundi. C'est sur l'écriture.
Puisque pour moi, l'écriture, c'est très, très important dans le cinéma. Sans écriture, je pense que le cinéma, un film en tout cas, ne sera pas abouti. Puisque c'est réfléchi, Blanc d'ébène, c'est la 12e mouture qui a été tournée. Alors, vous voyez, à tel point que l'écriture est importante dans un film. Et là, je vous donne complètement raison. Et pour que ça traverse le temps, ben on y est. On y est aujourd'hui, on en parle comme si c'était hier. Et c'était ça qui était recherché, et cela continue, pour donner justement une réponse à ce que vous me demandez. Merci. Vous avez demandé quel genre vous pratiquez, documentaire historique ou docu-fiction. C'était quoi exactement? Non, mais il a parfaitement raison. C'est-à-dire, quand on fait du cinéma, je crois que moi, je me démarque des films américains. Alors, ce qui fait que je fais du cinéma comme si c'était un reportage. Vous verrez dans mes films, vous verrez Bako, l'autre rive, ce qui a fait le succès de ce film, c'est comme un travail journalistique au jour le jour. Et là, j'ai pris des comédiens, parce que ce sont des grands comédiens qui sont dans ce film-là, que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Sauf moi. Oui, ben, Maka, toi, tu n'es pas comédien, toi, tu es toi-même. Bon, dans ce cas, mais tous ces comédiens-là étant des amis à moi, et qui m'ont dit, Cheikh, on te suit en Afrique. On te suit parce que tu es notre ami. Puisque avant d'être cinéaste, et même je continue, encore si mes pieds me le permettent, de jouer au théâtre à Paris. Après ma formation de comédien, je suis devenu acteur et comédien de théâtre. Et tous ces comédiens-là sont la plupart des comédiens de théâtre qui ne jouent pas comme au cinéma, qui jouent comme au théâtre. C'est ça qui donne cette coloration de documentaire, et voilà. Et c'est formidable parce que, parlant de la distribution, je crois qu'en regardant votre film de 1991, au moment où on est encore en train de parler de l'absence des Noirs à l'écran, hein, en Occident, on dit toujours que les films, on a du mal à trouver des Noirs, mais vous êtes Noir, vous avez fait un film où il y a beaucoup de Blancs, mais on n'avait pas l'impression que c'était des Blancs, et je crois que c'est un peu la manière dont les choses ont été menées. Et je pense que vous avez joué, lui il a joué, il y avait les pionniers de ça, ce sont les Gérard. Gérard au théâtre, tout ça. Les Griots. Il a écrit pour les Blancs. Mais on n'a pas eu l'impression qu'il n'y avait que les Blancs parce que la présence des Noirs était forte. Voilà, mais parce qu'il fallait qu'on soit là. Et tu m'as dit une chose, Gérard, rappelle-toi, tu m'as dit c'est la première fois que je vois des effets spéciaux dans un film africain. Hein? Non, mais écoute, mais à partir de là, il fallait de la rigueur, il fallait faire ce film pour des Blancs, comme tu dis, mais pour nous les Noirs, parce que justement, nous voulons dire que nous sommes ce que nous sommes, et notre culture, notre valeur, et notre façon de faire le cinéma est là. Moi j'ai aimé un film, c'est Sango Malo. Sango Malo, oui, Sango un Malo. peu le maître d'école. Voilà. Et ça, quand j'ai vu Sango Malo, je me suis dit, bon, Bassek a fait un film qui me va droit au cœur. Et on a toujours les instituteurs, et c'était notre époque, hein, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Robert Hossein était un grand metteur en scène français que Gérard connaît, qui m'a beaucoup appris partout. Et d'ailleurs, on a joué la même pièce. Oui. Oui, et c'est pour ça aussi, je voudrais que vous me racontiez un peu la petite anecdote. Vous avez dit que le tournage a été difficile à un moment. Pour vous dire vrai, je n'avais pas reconnu Cheikh dans... Je regardais le film tout le temps, mais je ne reconnaissais pas Cheikh dans son rôle d'acteur. Mais en tant que... Je pense que vous avez eu une difficulté dans comment mener un acteur qui a... Je ne sais pas comment vous en êtes sorti. C'était le cas Bernard, Pierre, Donadieu et Maka Koto. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? En liminaire, je dirais que l'acteur en question est déjà 6 pieds sous terre, paix à son âme. Mais c'était des expériences de tournage. C'était un être difficile, caractériel. Et Cheikh a été le chercher pour cette dimension-là. Sauf que
je ne sais pas si c'était les plaques tectoniques de Guinée qui ont travaillé dans sa tête. Il a perdu la boule, carrément, à un moment donné, au tournage. Et le metteur en scène est devenu une menace pour lui, parce qu'il ne se laissait plus, un peu pris comme un cheval sauvage. Et il a fallu que Sheck le contrôle. À un moment donné, ils en sont venus aux mains, carrément. Incroyable. Ouais, tout simplement que quand il est venu sur ce film, et je veux dire aussi que quand on parle de solidarité, souvent la solidarité, elle n'existe pas entre un producteur blanc et un réalisateur noir. Ce qui fait, voilà, ce qui fait que mes producteurs sont venus dans l'idée qu'ils allaient prendre complètement le contrôle du film. Et quand lui, qui était déjà un acteur confirmé, est venu, avec les velléités de devenir réalisateur, les producteurs lui ont fait comprendre qu'il pouvait changer des choses qu'il n'aimait pas ou qu'il aimerait changer. Alors, sur le plateau, tous les jours, il venait avec son ordinateur, il tapait, il dit, bon, ça va être ça, ça va être ça. Moi, j'ai dit, mais non. Et là, quand on a fait le discours du Blanc le 14 juillet, qu'il n'a pas aimé, joué par Paul Le Person, il a dit, non, 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 par rapport à la France, on ne va pas dire ça. J'ai dit, mais attends, c'est mon film. C'est pas ça. Bon, il m'en a tenu en cœur. Et là, juste pour venir rapidement, quand j'amène le petit garçon attaché, alors que l'instituteur avait fui, j'ai dit, c'est son ami. Et arrivé là, tous les matins, quand il venait, lui, sur le plateau, il gueulait. Il criait, il insultait tout le monde. Les plaques tectoniques. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et moi, j'essayais d'être le tampon, parce qu'en tant que réalisateur, je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de le comprendre. Mais je crois qu'il voulait absolument prendre le pouvoir, et le fait que je n'ai pas accepté qu'il me réécrive le scénario à sa guise, il m'en a tenu en cœur. Et quand j'ai amené ce garçon-là, et je lui ai dit, bon, voilà, chef, je ne l'ai pas trouvé, j'ai amené son ami. Il me dit, ah ben non, de quelle façon tu me parles? Mais tu devrais rouler les yeux, je suis ton chef, tu dois avoir peur quand tu me parles. Je dis, attends, Gérard. C'est moi le réalisateur. Je dis, Bernard, attends, je ne l'ai pas imaginé comme ça. Et il m'a dit devant tout le monde, est-ce que toi, tu peux imaginer quelque chose? Voilà, il dit, tu peux imaginer quelque chose, tu es le plus nul de tout ce qu'il y a sur ce plateau. Un réalisateur. Ah, bon, je ne me suis pas dégonflé. Heureusement que j'ai le sens du dialogue qui m'a beaucoup aidé. J'ai dit, tu as parfaitement raison, Bernard. Le plus nul sur ce plateau, c'est moi. Mais il y a un qui est plus nul que moi, c'est toi. Parce que tu as quitté la France, tu es venu au fond fin de l'Afrique sur un scénario que tu trouvais nul. Alors il faut que tu sois vraiment nul. Alors tu es le plus nul et maintenant, c'est moi qui dirige ce film et toi, je te commande. Toi, tu ne commandes pas. Je te dis de faire ce que tu veux, ce que je veux et je joue comme je veux. Alors maintenant, on ne parle plus. Allez, en place. Et là, non, ce n'est pas fini. Il y a une scène, quand je tabasse le militaire qui a laissé fuir, et il vient en ce moment, sur scène, il vient, il courait, c'était un coussin d'air. Parce qu'il voulait me faire la fête, parce qu'il m'avait dit, j'ai envoyé plus d'un à l'hôpital pour m'avoir dit ce que tu m'as dit. J'ai dit, ah bon, ben c'est ça. Et arrivé, il me balançait en disant, lâche-le, il me faisait tomber, et puis je me relevais, il me dit, va le chercher, va le chercher. Et à chaque fois que j'essayais de me relever, il me donnait des coups de pied. À chaque fois que j'essayais, à la caméra, il me donnait des coups de pied. Et j'avais un calot sur la tête, il en a profité, il a mis sa main comme ça, il m'a tapé, il m'a arraché la peau du visage. J'ai dit, alors là, c'est fini le cinéma, maintenant c'est la bagarre, je lui ai sauté au cul. Juste au moment où moi j'étais à terre, quand il a voulu encore lever le pied, j'ai donné un coup de poing dans la partie où il ne fallait pas. Il a été tellement surpris, je lui ai sauté à la gorge, il est tombé et j'ai commencé à le cogner. Parce que j'étais devenu fou. Incroyable. Voilà, applaudissez, c'est ça le cinéma. Était là, et voilà.
C'est ça le cinéma. On est sur un plateau. Hein? L'humour des techniciens, ils ont dit, chèque, au début du tournage, il fallait commencer par le tabasser. On aurait eu au moins la paix pour tout le tournage. Merci beaucoup. Merci pour cette expérience. Mais ça ne s'est pas senti dans le film. Ça veut dire que vous êtes un grand metteur en scène et un grand réalisateur qui sait tenir ses équipes. C'est ça le cinéma, en fait. Merci beaucoup. Charlotte, tu voulais encore parler ou bien on a répondu à ta question? Pas encore. Merci. Merci beaucoup. Merci à Tchèque. Merci à Makakoto. Alors, merci déjà Marie-Noël pour le Ciné-Club, parce que grâce au Ciné-Club, tu nous as ramené notre frère. Bien sûr. Monsieur Makakoto, je commence par vous. Par vous. Je ne suis pas nombreux, vous pouvez me tutoyer. Par toi. D'accord. Okay. Grand frère. Oui, ma sœur. J'ai vu votre riche parcours. Ministre de la Culture au Québec. Est-ce que là-bas au Québec, vous n'avez pas pensé au Cameroun pendant que vous étiez ministre? Pourquoi? Parce que nous savons que le cinéma vit du côté du Canada. Et nous, il y a les jeunes cinéastes dans la salle. Je crois qu'ils se plaignent par moments. Qu'est-ce que nous avons? Comment? On dit parfois on ne fait pas le cinéma. Et c'est tous les jours comme ça. Ils apprennent dans le tas. On souffre. C'est d'abord ma première question là-bas. Maintenant, je vais revenir au directeur. Monsieur Tchèque Doucouré, j'ai beaucoup aimé le film, mais maintenant j'ai un souci sur les menottes. Pourquoi avoir choisi les chaînes? Est-ce qu'à ce moment, on n'avait pas de menottes? Les menottes à qui? À l'ANCI? Au tribunal, déjà. Oui. Voilà. Et puis, j'ai un souci. Je pose aussi la question concernant le scénario. On célèbre la journée du 14 juillet. Est-ce qu'il vous arrivait un moment de penser qu'on pouvait célébrer la journée internationale de la Guinée? Ou alors, c'est ma question en fait, est-ce que si on avait mis la journée internationale de la Guinée dans le scénario, on n'allait pas pouvoir le réaliser à ce moment-là? Ou alors ça allait changer l'histoire? Et maintenant, je vais revenir sur le titre. Attends, il faut qu'on réponde, parce qu'on est presque à la fin. J'étais juste pour une petite question. Je voulais juste que tu dises un mot, oui. Mais là, on ne va pas reprendre l'émission. Je crois que ça amène un côté dramatique. Parce qu'il faut créer l'émotion. Voir l'instituteur qui s'est battu pour notre indépendance, en tout cas pour ne pas aller à la guerre pour les Noirs, le voir menotté. Là, c'est ça, ce côté dramatique que je voulais faire ressortir. Mais la jeunesse guinéenne, non, la jeunesse guinéenne, c'est la jeunesse africaine. C'est ça que j'ai voulu montrer dans le film. Parce que justement, cette Afrique unie, et c'est ça, et à l'époque, en 91, on n'y était pas encore. Et c'est aujourd'hui qu'on parlait fêter la jeunesse de ceci ou de cela. Et ça, je ne pouvais pas le faire. Je voulais que ce soit vraiment toute l'Afrique, et c'est ce que je recherchais. Merci. Monsieur le ministre Makakoto. Alors, pour ma défense, je dirais, je répondrai à ma jeune sœur que, à la base de toute coopération, ça prend des ententes politiques, parce que de ministère à ministère, ça peut se faire, mais encore faudrait-il une volonté politique pour signer des accords, des ententes de coproduction. Quand bien même cela se fait, ce n'est pas toujours évident que la démarche soit fluide. La France, avec le Canada et le Québec, ont des ententes de coproduction. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que ce sont deux cultures différentes. En France, par exemple, à partir du moment où vous avez l'avance sur recette pour faire votre court-métrage, pas le soutien pour faire votre court-métrage ou l'avance sur recette pour faire votre long-métrage, vous pouvez démarrer votre tournage parce que vous attendez d'autres soutiens. Au Québec et au Canada, tant que votre montage financier n'est pas bouclé, on ne bouge pas. Donc, ça a rendu difficile l'interaction entre les deux nations. Je prends cet exemple parce que les ententes de coproduction sont réelles, mais de façon tangible, il n'y a pas grand-chose qui se fait parce que les deux cultures sont différentes. La culture de la rigueur et celle, disons,
Pour appuyer Maka, hier, nous avons été chez un grand représentant du Canada, qui est ici en personne. Et Marie-Noël lui parlait des difficultés que nous avons, que les jeunes ont par rapport au cinéma. C'est une façon de plaider la cause des jeunes cinéastes camerounais auprès d'une autorité canadienne. Alors, vous voyez, et que Maka, peut-être diplomatiquement, ne pouvait pas, en tant que ministre, faire des choses autrement, mais que ici, quelqu'un qui est venu du Canada, qui voit le problème des jeunes Camerounais, parce qu'il a parlé de danse, de plein de choses, des envies qu'il a envie de faire ici. Et bon, Marie-Noël l'a fait hier, et c'est à vous maintenant de continuer, de dire, bon voilà, nous avons tel projet, est-ce qu'on peut nous aider dans la mesure où cela est possible, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il reçoit qu'il va le faire, mais il va rendre compte à qui d'autorité pour faire ensemble ce qu'il faut faire. Je crois que c'est ça aussi, c'est à ça aussi que le Ciné-Club aussi nous permet de faire. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses en chantier et je crois que les choses sont en train de marcher. Merci. Je vais rappeler un peu quelques films que Maka Koto aura fait. Je vais juste donner les premiers. Hein. Marche à l'ombre, que je ne connaissais pas. La vieille dame. Une pour toutes de Claude Lelouch. Et on va faire une bande démo pour sa masterclass. Pour ceux qui seront là lundi, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. Il y a Blanc-Deben, il y a Lumumba, il y en a. Et maintenant, avec Cheikh Doucouré, déjà demain, on aura le Ballon d'Or qui a fait le tour. Et également, celui qu'on ne va pas projeter, c'est Paris selon Moussa, que j'aurais bien aimé, mais ce sera pour une autre fois. Et puis lundi, pendant votre masterclass, on aura Bako, l'autre rive, juste après que vous ayez expliqué à tout le monde votre parcours. Je vais vous donner la parole pour un dernier mot. Léontine, ton mot de fin. Et ceux qui ont encore des questions, venez demain ou lundi et rencontrer ces illustres personnes. À vous, Monsieur Maka Koto. Tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir, disons, pris la peine, le temps de venir nous rencontrer ce soir et voir ce film-là. Et aussi vous dire mon émotion de me retrouver ici. La toute dernière fois que j'ai été invité à un festival, c'était Écran Noir, on était ensemble. Et ça fait très 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 longtemps. Donc revenir au pays natal, c'est très émouvant parce qu'on se reconnaît à travers cette jeunesse qui est dans la salle. On reconnaît les passions avérées ou refoulées, les hésitations, les questionnements. Je lis dans les yeux. Je n'ai pas beaucoup parlé ce soir, contrairement à Cheikh. Mais je vous attends à la classe de maître. On aura des échanges relativement au métier et un partage que je pense important parce que je vais apprendre de vous et vous allez apprendre de mon expérience. Merci. Merci, Monsieur Cheikh Doucouré. Merci d'applaudir. Tout simplement, à commencer par te remercier, Marie-Noël, d'avoir eu cette idée de nous amener encore pour ce ciné-club et de me donner l'opportunité de revenir dans mon pays. Je le dirai toujours, parce que ici, je suis comme chez moi, et j'ai toujours été reçu comme chez moi, et j'ai beaucoup de complicité avec Basek Bakobio, parce qu'on a commencé ensemble, on a eu des amis qui ont avancé avec nous, qui sont aujourd'hui partis. Nous leur rendons hommage, mais nous sommes là, malgré les difficultés de la santé et tout ça. Mais c'est pour ça, cette salle, je me retrouve à nouveau dans mon pays, avec vous, et je ne peux être que heureux. Je le suis, et vraiment, je vous remercie de cet accueil, et je vous remercie de cette fraternité, et je reviendrai encore. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà. Demain déjà vous êtes là. Demain déjà vous êtes là. On va continuer. Merci. Ça nous fait énormément plaisir. Léontine, on va terminer. Oui, Marie-Noël, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance. Oui, à nos illustres hôtes. Nous avons été particulièrement honorés. Moi, j'ai été particulièrement honorée d'avoir ces grands maîtres.
et ses experts de haut vol dans la salle qui ont vraiment rehaussé la qualité des échanges. Et je le disais, les films, j'ai commencé à les voir depuis l'âge, je crois, de 9 ans, 10 ans. J'étais une addict des films hindous, films chinois et autres. Et aujourd'hui, que j'ai l'occasion vraiment de regarder des films de chez nous, alors il n'y a pas match, comme on dit. C'est une aubaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, merci aux partenaires. Je vais commencer par le ministère des Arts et de la Culture qui nous a permis d'avoir cette belle salle, mais également les équipements pour pouvoir enregistrer ce que nous venons d'échanger. Merci à l'Institut Goethe qui a envoyé également ses équipements pour pouvoir nous faire voir ce beau film. Merci à, on en a beaucoup, la CRTV pour la couverture. Merci à Actu Ciné pour la diffusion, merci à Canal+, merci à TV5 Monde, merci à vous tous qui êtes là tous les jours, merci à toute l'équipe du Ciné Club MK et à tous les techniciens qui sont là. Applaudissez pour vous. Merci pour ce que vous êtes. Bonsoir.